cette semaine. Fin du port du masque obligatoire dans les lieux de soins. Les analgésiques et les maux de dos aigus, moins efficaces qu'on pense. Et amende de 317 $ et 4 points d'inaptitude pour le non-respect des corridors de sécurité. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 10 avril 2023. Puisque la situation épidémiologique continue de s'améliorer en ce qui concerne la COVID-19 au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le M3S, estime qu'il est temps d'assouplir sa consigne sur le port du masque dans ces milieux de soins. Dans un communiqué publié la semaine dernière, le M3S dit s'appuyer sur les plus récentes recommandations de la santé publique pour alléger ses orientations sur l'ensemble des équipements de protection individuelle. Ce sera donc désormais la responsabilité de chaque établissement de déterminer le niveau de protection requis, incluant l'obligation ou non de porter un masque médical. Le M3S tient toutefois à rappeler que, malgré ce changement, les usagers et le personnel doivent continuer de respecter les mesures d'hygiène des mains ainsi que l'étiquette respiratoire, c'est-à-dire qu'en cas de symptômes s'apparentant à une infection respiratoire, le port du masque est requis en tout temps dans les milieux de soins. Même après des décennies de recherche, rien ne permet pour le moment de conclure à l'efficacité ou à l'innocuité des analgésiques dans le traitement des maux de dos aigus, prévient une nouvelle méta-analyse. Certains de ces analgésiques pourraient même s'accompagner d'effets secondaires indésirables, comme des nausées, des vomissements, des étourdissements et aussi des maux de tête. Les médicaments vont enlever en général entre 30 et 50 % de la douleur, mais il n'y a pas de médicament qui va anéantir la douleur ou l'annuler complètement. Les médicaments ont une certaine efficacité, mais le reste doit être pris en charge par d'autres modalités. Selon la docteure Pinard, chef du service de douleur chronique du CHU de Québec Université Laval, il faut envisager des interventions complémentaires, comme par exemple la réadaptation, la visualisation, la relaxation et la respiration, qui ont chacune une bonne efficacité. Les spécialistes du traitement de la douleur rencontrent fréquemment des patients qui recherchent une solution rapide, sans effort, qui fera disparaître instantanément ou presque leur douleur. Il est donc plus facile de convaincre un patient de prendre 2 comprimés le matin que de le convaincre de s'abstraindre à un programme de physiothérapie de plusieurs semaines. Une méta-analyse comme celle-ci ne changera pas la pratique des médecins qui se doivent de trouver une solution pour soulager la douleur de leurs patients. Mais si ça peut aider les médecins à informer les gens que non, les pilules ne font pas nécessairement le travail que les gens voudraient qu'elles fassent, et qu'il y a un travail à faire sur soi-même, eh bien, cette méta-analyse en vaut la peine. Au cours du mois de mars, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec du Centre de services autoroutiers Nord-Est ont procédé à diverses opérations en matière de sécurité routière en lien avec le corridor de sécurité. Ce corridor permet d'assurer la sécurité des premiers répondants comme les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les contrôleurs routiers, même les opérateurs de dépanneuses, les employés de la voirie, ainsi que les agents de protection de la faune lorsqu'ils travaillent sur le réseau routier. Et aussi, bien sûr, de toute autre personne qui se trouve au même endroit, comme par exemple les occupants d'un véhicule immobilisé. Plusieurs opérations se sont déroulées et plus de 140 constats d'infraction ont été émis à des contrevenants. Parmi ceux-ci, une trentaine concernaient le non-respect du corridor de sécurité. Il est important de souligner que le corridor de sécurité doit être respecté partout, que ce soit sur les autoroutes, les routes rurales ou les rues urbaines. Le constat d'infraction relié au non-respect du corridor de sécurité est assujetti à une amende de 317 $
et de 4 points d'inaptitude. Revenu Québec annonce que 7 personnes ont été reconnues coupables d'infractions liées à la contrebande de tabac. Elles ont été condamnées par la Cour du Québec à payer des amendes totalisant 2 600 000 $ et 4 contrevenants ont également été condamnés à purger une peine d'emprisonnement. On reproche à ces personnes d'avoir vendu, transporté ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la loi concernant l'impôt sur le tabac. Et on reproche également à ces personnes de ne pas être inscrites auprès de Revenu Québec ou de ne pas être titulaires d'aucun des permis exigés par la loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac. Parmi ces personnes, 2 personnes demeurent dans Lanaudière, dont M. Jocelyn Roy, 65 ans, de Notre-Dame-de-la-Merci, qui a écopé de 18 mois d'emprisonnement et des amendes totalisant plus de 940 000 $. Il y a également Mme Vicky Blanchette, 38 ans, de Mandeville, qui a écopé des amendes totalisant près de 221 000 $. Revenu Québec rappelle aux personnes qui exercent ces activités commerciales liées aux produits du tabac qu'elles doivent être titulaires des permis exigés par la loi. De plus, le tabac destiné à la vente au détail au Québec doit être identifié de la manière et aux conditions prescrites par règlement. Le non-respect de l'une de ces obligations constitue une infraction et peut entraîner une amende minimale de 6 000 $ ainsi qu'une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans. Et les personnes qui achètent du tabac de contrebande pour leur consommation personnelle s'exposent, quant à elles, à une amende minimale de 350 $. Après 2 ans de travail, le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes, appelé le Réseau, lançait récemment un projet de prévention universelle destiné aux adolescentes et adolescents de 12 à 17 ans. Réalisé en collaboration avec des jeunes des territoires de MRC du nord de la région, le Réseau en ondes, un balado 100% lanaudois, abordera de manière ludique et créative différents sujets liés aux saines habitudes de vie et à la prévention des troubles d'usage de substances. Plusieurs différents thèmes seront discutés durant ces émissions, tels que la gestion des émotions, l'estime de soi ou encore la communication, mais spécialement des thèmes sur lesquels les adolescents souhaitent être informés. Les jeunes seront partie prenante de chaque épisode et ils participeront à la planification, l'organisation et à la réalisation du balado. Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes a été fondé en 1982 et œuvre sur le territoire du nord de la Lanaudière. Cet organisme communautaire autonome offre des services de prévention, de repérage, de détection et d'intervention précoce en toxicomanie. Les Oui Québec Lanaudière sont présentement à la recherche d'artistes pour la réalisation d'un spectacle citoyen et multidisciplinaire qui se tiendra prochainement dans la région de Lanaudière. Cet événement aura pour objectif de rassembler la communauté artistique locale autour de la cause de l'indépendance du Québec. Selon M. Julien Méhy, président des Oui Québec Lanaudière, être indépendantiste, c'est avant tout être fier de notre identité et reconnaître notre unicité en tant que nation. Ce dernier explique que cette réflexion fut le point de départ du projet. On veut rassembler la communauté et célébrer le talent de chez nous. Alors, l'organisation invite tous les artistes résidents sur le territoire à soumettre leur candidature. Les seuls critères, résider sur le territoire de Lanaudière et pratiquer une discipline artistique telle la musique, la poésie, la photographie, la danse, le théâtre ou encore le cirque. Du côté de Joliette, le Centre de culture Desjardins a annoncé la venue d'un festival gravitant autour du cirque. Le festival aura lieu du 28 juin au 2 juillet. Intitulé Bastringue, l'événement sera sous la direction artistique de la troupe familiale lanaudoise, le Cirque Alphonse.
Il plongera les spectateurs dans un univers où s'entremêlent l'audace brute, la musique festive, l'humour parfois irrévérencieux et une approche bon enfant qui séduira petits et grands. Le festival prendra vie en plein cœur de Joliette et débordera amplement du grand chapiteau afin de créer la surprise et l'étonnement partout au centre-ville. D'ailleurs, une zone foraine sera aménagée pour l'occasion. Outre des prestations du Cirque Alphonse, les troupes Gypsy Cumbia et Calabante s'offriront en spectacle avec des numéros de haute voltige. Pour les habitants de Saint-Gabriel et de Saint-Gabriel-de-Brandon, il est bientôt temps d'inscrire vos enfants au camp de jour Saint-Gabriel pour l'été 2023. C'est à partir du lundi 17 avril de 16h jusqu'au 28 avril à midi que vous pourrez vous inscrire en personne au bureau des loisirs du 5111 Chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon. Vous devez remplir au préalable le formulaire d'inscription et la fiche de santé que vous allez retrouver sur le site Internet de la Ville de Saint-Gabriel et l'apporter avec vous lors de l'inscription. Les inscriptions, bien sûr, sont réservées aux citoyens de la Ville de Saint-Gabriel et de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Les places sont limitées, alors dépêchez-vous, car c'est le premier arrivé, premier servi. Pour la saison estivale 2023, la Ville offrira aussi à nouveau l'accès gratuit à la plage à ses citoyens et à ceux de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, sous présentation, bien sûr, de votre carte citoyenne. Si vous êtes citoyen de la Ville de Saint-Gabriel, eh bien, vous pouvez faire votre demande d'obtention ou de réactivation de votre carte citoyenne tout à fait gratuitement, soit en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Gabriel ou en personne à l'Hôtel de Ville, selon les heures d'ouverture du bureau. Vous devrez apporter une pièce d'identité et une preuve de résidence valide. Il y a du nouveau cette année, eh bien, pour tous ceux et celles qui étaient propriétaires à la Ville de Saint-Gabriel en date du 2 février 2023, qui ont déjà eu une carte citoyenne les années précédentes et qui n'ont pas changé d'adresse, eh bien, vous n'aurez pas besoin de faire réactiver votre carte. Elle a déjà été réactivée pour vous. Et finalement, étant donné la température, eh bien, la date limite pour enlever vos abris temporaires pour voitures à Saint-Gabriel est repoussée au 1er mai 2023. Je vous ai déjà parlé d'Emily et de Brian Ibanez Guerrero, ces deux jeunes haltérophiles de Jersey. Eh bien, le 27 et 28 mars dernier, ils ont marqué l'histoire de la Fédération internationale d'haltérophilie et de la Fédération canadienne d'haltérophilie. Ils ont présenté fièrement le Québec et le Canada lors du championnat du monde jeunesse d'haltérophilie à Durres, en Albanie. Plusieurs pays se sont rencontrés pour déterminer le meilleur haltérophile de la catégorie jeunesse du monde. Des nations comme la Corée du Sud, les Philippines, la Colombie, les États-Unis et bien d'autres ont été présents ce jour-là. Emily Ibanez Guerrero, du haut de ses 12 ans, a remporté 3 médailles mondiales. La médaille d'argent à l'arraché, la médaille de bronze à l'épaule jetée et la médaille de bronze au total olympique. De plus, Emily devient la plus jeune médaillée de l'histoire de l'haltérophilie internationale. Jamais personne de moins de 13 ans n'avait remporté cette médaille avant ces championnats. C'est une première dans l'histoire mondiale, canadienne et québécoise. Bravo, Émilie. Son frère, quant à lui, n'a pas laissé sa place non plus. L'année passée, il a marqué l'histoire canadienne d'haltérophilie en devenant le premier médaillé au championnat du monde jeunesse. Cette année, il a décidé de monter de catégorie et de participer dans les 81 kilos. Son objectif principal était d'obtenir un total suffisamment élevé pour avoir une chance d'être sélectionné dans l'équipe senior du Canada lors du Grand Prix à Cuba en juin. Un Grand Prix qui est un tournoi de qualification olympique.
Bien, il a réussi à le faire en réalisant un arraché à 137 kg et un épaulé jeté à 161 kg, ce qui lui donne un total olympique de 298 kg. Il a donc réussi à mettre la main sur son ticket d'entrée pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. On leur souhaite donc bonne chance à tous les deux pour leur future compétition. Les Loups remportent la Coupe du Président. Les Loups ont remporté les 2 matchs disputés la fin de semaine dernière pour se mériter les grands honneurs. Dans les 2 rencontres, l'issue du match s'est décidée en prolongation. Lors de la 5e rencontre de la série, samedi à Farnham, c'est un but de Chipper Fraser en 2e période de prolongation qui donne une victoire de 4-3 aux Loups et permet ainsi à Saint-Gabriel de prendre les devants 3-2 dans la série. Ce fut un match enlevant qui nous a tenus en haleine jusqu'à la fin. Le lendemain dimanche, à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel, devant une foule record, Farnham fait face à l'élimination. Farnham connaît une bonne première période et enregistre 3 buts en 3 minutes pour prendre les devants 3-0. Loin de se décourager, les Loups enregistrent 4 buts sans riposte en 2e période. Les hommes de Rémi Harrison tiraient de l'arrière 3-2 avec moins de 3 minutes à faire en 2e 20, mais un manque de discipline des visiteurs permet aux locaux de profiter d'un avantage numérique de 2 hommes. Les Loups marquent 2 buts en 36 secondes pour prendre les devants 4-3 après 40 minutes de jeu. Malheureusement, pour les Loups, Farnham parvient à créer l'égalité 4-4 lors d'une supériorité numérique avec seulement 4 minutes à faire à la rencontre. Avec 10 secondes à faire au match, le Cuisine Action écope d'une pénalité pour coup de bâton. La pénalité se poursuit en prolongation et c'est durant cette punition aux visiteurs que Frédéric Dossel profite d'une mêlée devant le filet adverse pour compter et donner la victoire aux Loups. Pour Saint-Gabriel, il s'agit d'une 2e Coupe du Président en 4 ans. À notre horaire, vous pourrez voir la partie suivie d'une émission spéciale montrant le but gagnant ainsi que la Coupe du Président avec les joueurs. La direction des Loups en profite pour remercier tous les joueurs, les bénévoles, les commanditaires et surtout tous les supporters de l'équipe qui ont fait sentir leur présence tout au long des séries. On a déjà hâte à l'an prochain. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Les Contes de Barrio, une très belle émission pour les tout-petits. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.